Aujourd'hui, avez-vous récolté des données sur la comète 67P? Si oui, quelles sont-elles? Que nous indique leur analyse localement sur la comète, sur sa structure et globalement sur les autres comètes du système solaire, sur la formation du système solaire ou la présence d'eau par exemple? Alors, il y a eu énormément de données acquises et prises. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, sur la sonde Giotto qui a visité la comète Halley en 1986, là on parlait d'un survol à 15 km/s. Et donc, peu de données globalement prises, et les données aujourd'hui, donc pratiquement plus de 30 ans après, sont encore regardées et analysées. Rosetta a passé plus de 2 ans avec la comète, avec des contacts journaliers, pratiquement 24 heures sur 24. Donc la quantité de données scientifiques prises est bien plus grande. Et donc en fait on n'est qu'au début de l'analyse de ces données. Donc quand on a fini la mission, les scientifiques estimaient avoir regardé 2-3% de ces données totales. Et donc la phase d'analyse va encore durer des dizaines d'années. Il y a encore des dizaines d'années de travail. Alors, donc on n'est qu'au début des découvertes. Ce qui est assez aussi intéressant, c'est que on se rend compte que les scientifiques répondent à certaines questions, mais immédiatement il y a des nouvelles qui viennent. On se rend compte aussi que là on a des réponses sur une comète, mais également il faudra aller étudier beaucoup plus de comètes. Ce que l'on sait de cette comète-là aujourd'hui, c'est que par exemple, il y a toujours cette idée que l'eau sur Terre est apparue via les comètes. Alors il y a un taux de deutérium sur cette comète qui est tel que l'on sait aujourd'hui, on peut en conclure que l'eau n'est pas apparue sur Terre via cette famille de comètes. Après, il y a eu énormément on sait que la chimie sur cette comète est là, tous les ingrédients sont là pour créer de la vie, ça c'est clair. Rosina, par exemple, a pu aussi mesurer tous des gaz nobles qui indiquent que cette comète est primitive, on dit primitive ou primordiale, c'est qu'elle a très peu changé depuis sa formation, depuis sa création, ce qui est très intéressant pour les scientifiques parce que ça permet, le but bien sûr c'est d'essayer de comprendre comment a été créé le système solaire et un peu d'où vient la vie sur Terre, et donc en poursuivant l'analyse de ces données, on espère arriver à avancer un peu plus sur ces questions. Comment travaille un responsable, un chef de vol, durant un projet comme celui-ci? Quels ont été les moments les plus délicats? Les dernières phases de vol, l'atterrissage. Je vais vous prendre un exemple. Quand on prend des projets comme le rover Curiosity, on souligne souvent que sur ce genre de projet, lorsque la sonde traverse, il y a la traversée de la capsule, traverse l'atmosphère de la planète Mars, on est entre 7 à 9 minutes de traversée. Et c'est l'une des manips, entre guillemets, les plus délicates pour tous les chefs de projet, tous les spécialistes, parce que c'est sur cette période-là que peut réussir, entre guillemets, le projet. On peut après déployer le rover sur la planète et analyser le sol, créer bien entendu différentes réflexions grâce aux données récoltées. Et est-ce que sur une comète, on est à peu près dans cette même dynamique? Alors, bon, ça c'est une caractéristique de toutes les sondes planétaires. Donc Rosetta, on avait, bien sûr, quand on était proche de la Terre, en survol de la Terre, le temps de propagation était de quelques secondes. Mais par exemple, en phase de réveil après l'hibernation, le trajet, c'était 50 minutes aller. Donc on a envoyé une instruction à Rosetta, elle arrivait 50 minutes plus tard à bord, et nous on avait la réponse à cette instruction 50 minutes plus tard. Pendant l'atterrissage de Philae, là le temps de propagation c'était de 30 minutes. Donc tout ce qui se passait à bord de Philae nous arrivait 30 minutes plus tard, et si on avait à commander la sonde, ça prenait 30 minutes. Donc on se rend bien compte que avec ce type de sonde, avec ce type de délai,
on ne peut pratiquement rien commander en temps réel, donc on est obligé de charger toutes les instructions à bord. Donc en phase de routine, par exemple, sur Rosetta, on est chargé 2 fois par semaine. Donc c'est des milliers d'instructions qui exécutent chaque jour, mais on fait de la planification 2 fois par semaine, et donc on charge toutes les commandes à bord, voilà, pour une période donnée. Alors, il y a pas mal d'équipes qui gravitent autour de la mienne. Donc sur Rosetta, mon équipe, on était 9 personnes, 8 nationalités différentes, ce qui était assez impressionnant. On était responsable de la sonde et de toutes les activités qui sont exécutées sur la sonde. Donc on était en contact journalier avec la sonde, prêt à répondre en cas de panne. Panne à bord, panne sur les instruments. Donc là on a des procédures, on fait tout avec des procédures pour régler ces pannes. Et après donc on interface avec énormément d'équipes. Donc il y a une équipe très importante ici sur site, c'est l'équipe qu'on a dite de Flight Dynamics. C'est eux qui font tous les calculs de manœuvre, de trajectoire, de pointage, donc pour s'assurer que la sonde est au bon endroit, au bon moment. Et eux, donc, ils nous envoient toutes leurs instructions aussi, donc, à mon équipe. Il y a une autre équipe qui est l'équipe en Espagne, donc c'est un autre centre de l'ESA eux, ils font toute la planification scientifique, donc planifier toutes les instructions qui seront envoyées aux instruments. Donc ça aussi, bien sûr, toutes ces instructions-là nous arrivent à nous. Bien sûr, pour pouvoir parler à la sonde, il faut un réseau d'antennes. Donc on a un réseau d'antennes à l'ESA avec trois grosses antennes qu'il faut contrôler. On a toutes les équipes qui gravitent autour de nous pour faire fonctionner nos logiciels, qui permettent de parler à la sonde. On parle de système de contrôle. Et alors, toutes ces instructions, toutes ces commandes, on les reçoit ici. Et nous, on est responsable et on doit garantir que toutes ces instructions mises ensemble n'invalident pas les contraintes qui sont imposées à bord de la sonde. Donc on a un outil qui fait de la planification et qui est programmé pour vérifier toutes ces interfaces, toutes ces instructions, pour s'assurer qu'il n'y a pas une erreur. Par exemple, pendant une manœuvre où on utilise l'étuyère, eh bien, la plupart des instruments veulent être éteints ou dans un mode non opérationnel. Et donc, on vérifie activement que pendant chaque manœuvre, les instruments étaient dans un bon mode. Voilà, donc ça, c'est un peu le travail de mon équipe, donc de travailler au jour le jour avec la sonde et en même temps coordonner toutes les équipes qui gravitent autour de la sonde. À l'ESA, donc sur site ici à l'ESOP, par exemple en 2014, on parlait de 25 personnes temps plein. À l'ESA, donc incluant l'équipe qui prépare la planification scientifique, on parlait de 50 personnes. Et après, là on a une interface aussi avec les 13 équipes instruments, donc là on parlait à peu près d'une communauté de 100 personnes. Donc ça fait pas mal de monde à coordonner.